Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche, la rétrospective de l'actualité sur Africable Télévision. Aujourd'hui, le Mali, l'arrêt de la Cour constitutionnelle par rapport aux dernières élections législatives. Ça y est, depuis le jeudi dernier, cet arrêt déclarant élus les députés pour la 6e législature et puis des manifestations consécutives à ce arrêt puisque les Maliens apprécient diversement la décision des 9 sages. Pour un certain nombre d'entre eux, si force doit rester à la loi, beaucoup pensent que ce n'est ni plus ni moins qu'une nomination de députés. On va en parler avec ces manifestations en commune 1, 5 dans les circonscriptions de Bougouni, de Sikasso et de Mopti. On va également parler dans ce débat du dimanche de Kidal avec cette décision de la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad qui se déclare être le seul interlocuteur par rapport à des questions de santé. On va en parler donc avec nos invités aujourd'hui. Youssoufo Sissoko de Info 7. Monsieur Sissoko, bonsoir. Bonsoir, c'est cool. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une première participation, une brève présentation de Info 7. Okay. Merci Sekou et merci à tous les téléspectateurs. Effectivement, je suis le directeur de publication du journal Info 7. Info 7 est un journal, un bi-hebdo qui traite de l'actualité du Mali et de ses 7 pays voisins, les 7 pays voisins qui entourent le Mali. D'accord, merci et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous également sur ce plateau Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, et Baba Ahmed, directeur de publication de Nord-Sud Journal. Monsieur, encore une fois, bonjour. Mais on est aujourd'hui 3 mai, journée internationale de la liberté de presse. Alexis Kalambri, qu'est-ce qu'on peut dire sur le 3 mai 2020 ? Alors, 3 mai 2020 arrive justement dans un contexte assez particulier et d'ailleurs, dans ce cadre, la Maison de la Presse, en collaboration avec l'UNESCO, a organisé justement une vidéoconférence parce qu'habituellement, on fait toute une semaine sur la question, mais cette fois-ci, on a juste fait une vidéoconférence sur la problématique sécurité, le journalisme sans peur ni complaisance. Et ça a été vraiment un débat riche et fructueux qui a eu lieu de 10h à midi. Et en plus, la Maison de la Presse a initié une tribune qui sera signée par tous les présidents des associations fêtières pour justement encore parler des 3 mai. Oui, Sissoko, la liberté de la presse au Mali, vous en pensez quoi? Y a-t-il une liberté de la presse au Mali? Oui, c'est quoi, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour tous les confrères qui sont tombés, et particulièrement pour Birama Touré, qui a disparu depuis plus de 4 ans, dont on est jusqu'à présent sans nouvelles. Oui, effectivement, la liberté de la presse, c'est une réalité au Mali. C'est une réalité parce que quand tu regardes en tout cas toute cette floraison de journaux, de radios et cette liberté d'expression, franchement, il n'y a pas de doute. C'est une réalité au Mali. Maintenant, comme on le dit, l'arbre ne doit pas cacher la forêt parce que quand tu regardes derrière cette liberté, il y a toute une anarchie aussi parce que la qualité commence à faire défaut et il faudrait justement corriger un peu ces aspects-là pour que la presse soit véritablement le 4e pouvoir au Mali. Oui, Baba Ahmed, la qualité au détriment de la quantité. Exactement. C'est une question aussi. C'est une question, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une liberté quand même dont on jouit aujourd'hui, quelles qu'en soient les petites difficultés. Quand on voit en tout cas, on est entouré par des pays où quand même on est bien positionné par rapport à la liberté de la presse. Mais le problème de la presse au Mali, c'est la pauvreté, c'est la précarité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de quantité que la qualité et qui joue négativement sur la presse malienne de façon générale. Et c'est là où on se pose la question s'il peut y avoir liberté dans la précarité. Je rappelle qu'également au cours de cette émission, si les dieux de la connexion sont avec nous, nous tenterons d'avoir Serge Daniel en direct donc de cette émission. Premier thème de ce débat du dimanche, je vous le disais
à l'instant. On attendait avec impatience l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ça y est, c'est effectif depuis jeudi dernier. L'arrêt déclarant élus les députés pour la 6e législature, la décision des 9 sages est diversement appréciée. Si pour un certain nombre de Maliens, force doit rester à la loi et à la République, pour d'autres, il ne s'agit ni plus ni moins que de nomination de députés à l'Assemblée nationale, de la commune 1 à Mopti, en passant par les communes 5, 6, les circonscriptions de Bougouni, de Sikasso et de Kolondjeba. Des Maliens ont exprimé leur désapprobation quant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Baba Ahmed, on va décrypter ces deux faits. Le premier, l'arrêt en tant que tel de la Cour constitutionnelle, et en un second temps, on va parler de ces violences dans les communes, les villes dont on a parlé. Mais déjà, un mot par rapport à cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pensez qu'il a été à hauteur d'attente, puisqu'on l'attendait avec impatience? Bon, on l'attendait, mais comme vous avez vu, les Maliens ont contesté cet arrêt parce que il y a des résultats provisoires qui sont tombés et qui donnent des tendances qui, pour certains, reflètent le vote. Et une semaine plus tard, on a cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui ratisse large, notamment pour la majorité présidentielle, et ce qui fait qu'on a aujourd'hui des manifestations dans certaines localités et à Bamako. Donc, cet arrêt est venu chambouler carrément ce qu'a donné le résultat provisoire, ce qui est normal parce que c'est des résultats provisoires, mais les Maliens, de façon vraiment dans certains endroits, ils ont trouvé que c'était injuste. Oui, Sissoko, avant de venir aux réactions des Maliens de la commune 1, de la commune 5, de Bougouni, etc., avant de venir à leurs réactions, l'arrêt en tant que tel, on a l'impression que la hiérarchie est toujours respectée. C'est le trio de tête RPM, ADEMA, URD qui caracole toujours en tête, même avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Oui, c'est vrai, c'est une réalité, parce que quand tu regardes en tout cas ces trois partis-là, c'est pratiquement le même parti, parce que l'URD et le RPM sont sortis des flancs de l'ADEMA. Et pour qui connaît en tout cas l'implantation de ce parti-là, de l'ADEMA, il n'est pas quand même étonnant que ces trois partis soient en tout cas les trois premiers en tête. Maintenant, parlant de l'arrêt, moi je pense que très sincèrement, j'ai suivi la cérémonie de proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Et je vous avoue, c'est que j'ai été partagé entre le sentiment de colère et d'indignation. Colère parce que je ne pouvais pas imaginer qu'après près de 30 ans de pratique démocratique, que l'arrêt de la Cour puisse en tout cas susciter de telles réactions, de telles violences, des échauffourées un peu partout. Ça veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup de choses franchement à revoir en tout cas dans nos textes pour éviter à la longue en tout cas des pratiques comme ça. Et je vous avoue sincèrement que soit il faut revoir carrément les organes qui gèrent désormais les élections, puisqu'on ne peut pas comprendre que l'administration territoriale déclare en tout cas des résultats, et ces résultats, comme il a si bien dit, donnent en tout cas une tendance claire, et que la Cour constitutionnelle chamboule carrément ces résultats-là. Donc franchement, ça laisse en tout cas l'électeur très perplexe. Et je dis c'est une situation qu'il faut très vite corriger, parce que notre démocratie, franchement, ne mérite pas un tel sort. D'accord. Alexis, on va vous faire réagir, mais on me signale qu'on a Serge Daniel avec nous. Serge, bonjour. Est-ce que vous pensez, vous également, que cet arrêt de la Cour constitutionnelle a été à hauteur d'attente, puisqu'on l'attendait avec impatience, cet arrêt-là? Oui, ça dépend de là où on se place. Hein. Mais en fait, que ce soit des partis de la majorité ou de l'opposition, le citoyen lambda, il y a des gens qui ne comprennent pas l'arrêt de la Cour. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, est-ce qu'il faut plus de pédagogie? Est-ce qu'il faut plus de démocratisation? Est-ce qu'il faut que la Cour constitutionnelle du Mali puisse expliquer en des termes moins abscons les décisions qu'elle prend? Ça, c'est quand même un défi qu'on doit pouvoir relever, parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Depuis une dizaine d'années, les décisions de la Cour sont quand même contestées, alors qu'en principe, il doit y avoir une unanimité là-dessus, sur les décisions que prend cette Cour-là. Donc,
il y a un problème, visiblement. Il y a un problème, et c'est pour ça que certains pensent que la Cour, c'est le troisième tour des élections. La Cour, la décision, l'arrêt de la Cour constitutionnelle du Mali ne doit pas être le troisième tour des élections, mais c'est le droit qui doit être dit. Est-ce que le droit a été dit? Le débat est totalement ouvert, mais je pense que la Cour doit pouvoir changer de pédagogie, de mode d'action pour que le citoyen lambda comprenne davantage son discours plutôt abscon, parfois. Oui, Alexis, vous, par rapport à la question. Oui, alors, pour moi, il y a deux niveaux. Et franchement, c'était plus honteux pour nous en tant que Maliens. La première raison, c'est le manque de solennité même de la cérémonie. C'est une cérémonie solennelle de proclamation des résultats. On aurait vraiment dû se sentir dans l'esprit, dans la mouvance, dans le cadre. Ça a manqué au niveau même des sages. Ça tâtonnait, ça trébuchait, ça se trompait, ça refusait d'être corrigé. Ainsi. On était vraiment, franchement, tout le monde était mal à l'aise et du coup, ça autorise tous ceux qui faisaient des supputations. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à ce niveau, on soit encore dans cette manière de se comporter. Surtout de la part de quand même des gens qui ont fait leur preuve dans la haute administration, qui maîtrisent les textes et qui connaissent la matière sur laquelle ils sont en train de travailler. Donc, ça c'est le premier aspect qui crée la gêne. Le deuxième, comme disait une fois Baba Dakono, c'est finalement la limite entre le légal et le légitime. Vous avez des voix qui ont été supprimées, pas parce que j'ai mal voté, mais parce que la faute se situe à d'autres niveaux. Alors pourquoi c'est le citoyen électeur, comme il disait, qui doit pénaliser parce que l'administration n'a pas fait son travail, parce que au niveau du bureau de vote, quelqu'un n'a pas maîtrisé la procédure. Je pense qu'il y a un débat à ce niveau aussi. Oui, Sissoko, comment se fait-il que dans l'arrêt de la Cour, on ne retienne que ce renversement spectaculaire de tendance dans certaines circonscriptions, alors que si on revient sur l'arrêt, il y a de bonnes choses dans l'arrêt, à mon avis. J'ai entendu une partie où on s'insurgeait contre l'immixtion, par exemple, des gros bras dans les élections. Ça, c'est quelque chose qui était là depuis des années. Peut-être la Cour a été assez courageuse pour relever cela. L'immixtion de la violence, des gros bras, par exemple, au niveau des bureaux de vote. Oui, c'est vrai, ce que vous dites est vrai. Et effectivement, il y a eu en tout cas beaucoup de mauvaises pratiques et que la Cour a eu quand même le courage de corriger en tout cas ces erreurs-là. Mais comme vous l'avez si bien dit, et ce qui retient quand même l'attention des gens, c'est le fait que certaines tendances ont été totalement renversées. Et ces tendances-là, franchement, ni l'annulation d'un certain nombre de voix dans les différents centres de vote, ni encore, comme il a si bien, les mauvaises pratiques ne devaient vraiment pas jouer sur, en tout cas, le score qui a été donné par l'administration territoriale. Je vais juste vous donner, en tout cas, deux exemples. Par exemple, quand vous prenez le cas de la commune 6, l'écart était tel que, et le cas de la commune 1 aussi, dans ces deux communes-là, les écarts étaient tels que ce n'était vraiment pas possible, malgré, en tout cas, que Manassa, la Cour constitutionnelle a annulé en tout cas des voix. Malgré tout ça, franchement, la tendance ne devait pas être renversée. Donc si c'est renversé, c'est pourquoi beaucoup de gens pensent que l'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle est plus un arrêt politique qu'un arrêt de droit. Oui, Baba Ahmed, la Cour s'est fondée sur des requêtes pour prendre sa décision. Par exemple, par endroit, on dit que les décisions de nomination de président de bureau de vote ont été galvaudées, ont été infiltrées. Peut-être la question, elle est un peu structurelle à ce niveau-là. Comment est-ce que des responsables de partis politiques puissent avoir le pouvoir d'influer sur des décisions de nomination de président du bureau de vote qui émanent de l'administration? Comment se peut-il? Cela s'explique tout simplement par le faible, moyen ou par la faiblesse du ministère de l'administration territoriale qui est chargé des élections. Elle est chargée des élections dans des conditions normales et quand vous voyez des gros bras qui sont au niveau du bureau de vote et quand on change des présidents des centres ou des bureaux de vote entre deux tours, il y a problème. Sauf qu'à aucun moment, ça peut se changer, sauf en cas
de force majeure. Mais quand on les change et qu'il n'y a personne qui parle et qu'il y a des requêtes et que la Cour constitutionnelle fait passer des gens qui sont de la majorité présidentielle, bon, moi j'aime pas trop les théories de complot mais quand même on s'interroge quand même sur ces faits-là. Voilà, c'est contradictoire et quand on voit le bénéfice de cette contradiction et de cette mauvaise organisation, le bénéfice va vers la majorité présidentielle et ça tique. Oui. Alexis, la Cour s'est fondée sur des requêtes. Elle a même nommé souvent certains bureaux de vote numéro X jusqu'à Y. Peut-être c'est des arguments solides qui pourraient plaider pour la compréhension de la décision au finish. Non, avant ça, la gêne même, c'est justement cette question-là. Il y avait trop de requêtes. Alors, ça explique que d'abord, on ne comprend pas le processus d'organisation, comme il disait, depuis 30 ans qu'on a encore des difficultés à organiser des élections ou alors qu'on n'a aucune volonté de vouloir organiser des élections propres. Ensuite, le second aspect, c'est que pendant qu'ailleurs, on s'efforce à faire en sorte qu'on ait les premiers résultats le même jour, ça traîne des jours avant qu'on ait des tendances, après des jours avant. Donc, voilà, je pense que au-delà de toutes ces questions où, pour dire oui, ils ont été pointus en étant capables de donner le nom du bureau de la personne qui a fraudé, il faut qu'on travaille à diminuer les marges. On est à l'ère du numérique. Il n'est pas concevable qu'on n'ait pas les résultats le même jour. Pour moi, ça va réduire la marge de manœuvre, ça va réduire le champ de la fraude si jamais il y a des gens qui sont sur ce terrain. Surtout, ce qui est encore gênant, c'est que, quand on voit les plaintes, c'est-à-dire tous les partis ont porté plainte contre tous les partis. Tous les partis ont été pénalisés. Ça veut dire que quelque part, il n'y a pas un parti qui s'est dit « je vais travailler sans compter avec la fraude ». Je pense qu'il y a cet aspect aussi à voir. Ok, on va voir si Serge Danel est toujours avec nous. Monsieur, je vais vous revenir, on va voir si Serge est toujours avec nous. Serge, vous, comment est-ce que vous comprenez ce renversement spectaculaire de tendance? Est-ce que c'est des insuffisances au niveau du dispositif d'organisation des élections? Est-ce que ça relève du zèle ou de la partialité de la Cour constitutionnelle? Alors, est-ce qu'il y a zèle, partialité de la Cour? Ce qui est sûr, c'est ce qu'on appelle un revirement vespéral. Revirement vespéral parce que la victoire a changé de camp après l'arrêt de la Cour. La victoire a changé de camp à plusieurs endroits et de manière spectaculaire. À Bamako, par exemple, à Sikasso, notamment, la victoire a changé de camp. Ce qu'il faut constater, c'est que moi, ce qui m'a impressionné, c'est le nombre de voix annulées. Déjà, le taux de participation était assez faible, 35,23%, je crois. Mais si on annule énormément de voix, également, ça pose peut-être un problème. C'est pour ça, dans des localités, je pense qu'à Sikasso, par exemple, il faut faire très attention parce qu'il y a probablement, je ne sais pas, en tout cas, le parti qui a finalement perdu estime qu'il y a des erreurs matérielles et que la Cour devrait pouvoir revenir là-dessus. Donc, ce qui prouve quand même que la décision de la Cour n'est pas forcément la dernière décision. Il y a un recours qui sont introduits. Il faut voir le cas de Yanfolila également, mais parce qu'il semble que personne n'a contesté les résultats là-bas. Si personne, effectivement, n'a contesté les résultats, pourquoi les résultats changent? Ce sont des questions qu'on est en droit de se poser quand même. Donc, il est évident que les membres de la Cour, les 9 sages, devraient à un moment prendre la parole. Oui, ils doivent prendre la parole. On a perdu Serge. Mais Youssouf Sissoko et Baba, vous aviez demandé à intervenir rapidement. Rapidement, non, je voulais rebondir sur ce qu'Alexis a dit. En fait, quand on a 30 ans, 30 ans dans la vie d'un pays, c'est pas grand chose, mais on doit quand même avancer d'un pas dans le cadre de la démocratie. Mais jusqu'à présent, le Mali n'a pas
une institution, n'a pas un bureau, n'a pas une organisation dédiée aux élections, quelles qu'en soient les élections. Donc c'est le ministère de l'administration territoriale qui organise. Mais il se trouve que entre les élections législatives, c'est 5 ans, c'est tous les 5 ans, présidentielles, c'est tous les 5 ans. Donc c'est un peu long, ce qui fait qu'au niveau du ministère, on se lâche, on attend jusqu'à quelques mois, voire une année, pour essayer d'organiser. Et je pense que l'une des recommandations, en tout cas des observateurs, lors de la présidentielle de 2018, c'est de créer une structure dédiée aux élections et qui va, sur les 5 ans, parfaire l'organisation des élections et non pas attendre jusqu'à la dernière minute pour aller précipitamment organiser des élections. Oui, je voudrais réagir par rapport aux requêtes. Vous avez fait allusion tantôt aux requêtes qui étaient au nombre d'une centaine à peu près. Mais je vous avoue, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Et à ce que je sache, au niveau de différents centres de vote, au niveau de chaque bureau de vote, la Cour constitutionnelle envoie un délégué dans chaque bureau de vote. Et ces délégués-là, à ce que je sache, chaque délégué amène en tout cas son rapport. Et en plus en tout cas de ce rapport, il y a aussi les délégués de la CENI qui sont là. Maintenant, est-ce qu'après ces requêtes-là, la Cour ne se donne pas la peine justement de faire une confrontation entre les requêtes introduites par les partis politiques et les rapports dûment établis par leurs délégués? Et sur la base maintenant de cette comparaison, la Cour devait se faire quand même sa religion pour pouvoir trancher en âme et en conscience. Parce que à ce rythme-là, moi je me dis aujourd'hui, quand tu regardes en tout cas là où il y a eu chamboulement, franchement tous ces chamboulements ont été faits en faveur du RPM et de ses alliés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le citoyen lambda n'aura pas du tout tort en disant que c'est un arrêt politique. Et c'est fait justement pour en tout cas permettre aux partis majoritaires d'obtenir ce qu'il n'a pas pu obtenir dans les urnes. D'accord. En tout cas, on le disait à l'entame de l'émission, certains Maliens pensent qu'il ne s'agit ni plus ni moins que de nomination de députés. Et c'est pour cela de la commune 1 à Mopti, en passant par les communes 2, 5, 6, les circonscriptions de Bougouni, de Sikasso, certains Maliens sont sortis pour manifester, exprimer leur désapprobation quant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas si on pourra voir les images, mais Alexis Calambri, on a l'impression également que ces manifestations-là interviennent après des erreurs matérielles de la Cour constitutionnelle. Oui, justement, c'est-à-dire pas seulement après l'arrêt de la Cour, mais après les erreurs de la Cour. Si vous voyez, on parlait de Yanfouila tout de suite, où il n'y a pas eu de contestation, mais où la Cour avait donné un autre résultat. Il y a le cas de Sikasso, où la première équipe qui avait gagné avec la Demadi, malgré les corrections, on reste en tête, mais la Cour a donné un autre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que le travail n'était pas quelque chose de solennel, de très tenu. Je pense que toutes les manifestations qu'il y a, comme on disait au départ, c'est pas la première fois qu'il y a des mouvements d'humeur contre les résultats de la Cour, mais on n'en est jamais arrivé là. Et je pense qu'on doit cette fois-ci vraiment au comportement de 9 sages plus. Oui, Youssouf Sissoko, on n'en est jamais arrivé là, comme une traînée de poudre, que ça intervienne de façon simultanée dans différentes localités. Selon vous, qu'est-ce qui peut être fait pour circonscrire ces manifestations-là? Est-ce que la Cour doit se dédire ou se redire, en tout cas revenir sur l'arrêt, ou est-ce qu'il faudrait mater ces manifestations-là ou négocier? Qu'est-ce qui doit être fait pour circonscrire ces manifestations, puisqu'au Mali, la stabilité, elle est précaire. Le pays est dans une situation où on ne peut pas se permettre d'autres instabilités. Effectivement, il faut jouer à l'apaisement, c'est vrai. Et je pense qu'il faut que force reste à la loi. Et comme l'a si bien dit Alexis, il y a eu quand même des erreurs, beaucoup d'erreurs de calcul, des erreurs matérielles, comme ils le disaient eux-mêmes. Donc c'est de revenir très rapidement sur ces erreurs-là et de corriger rapidement, puisque comme il l'a si bien dit, en tout cas, ces manifestations sont surtout relatives, en tout cas, au fait que ces listes-là qui avaient
gagner et qui pensent même après l'annulation d'un certain nombre de voix, ces listes restent encore en tête et que à part la fin, la Cour constitutionnelle a donné un autre résultat. C'est ce qui fait justement mal, c'est ce qui a suscité justement ces réactions-là, ces échauffourées. Et je pense que la Cour a encore le temps de revenir, en tout cas de corriger rapidement ces erreurs. Oui, Baba Ahmed. Exactement, c'est-à-dire sur ce qui doit être fait. Non, c'est paradoxe, parce que quand vous organisez les élections dans le contexte actuel du coronavirus, donc on prend beaucoup de risques, beaucoup de responsabilités, engager beaucoup de responsabilités pour organiser des élections, et que derrière encore nous avons des résultats contestés, ça pose problème. Ça pose problème. Donc moi je pensais que plutôt que nous allons sortir de ces élections de façon pacifique et que les résultats n'allaient pas être contestés, en tout cas à un rythme aussi important que ce que nous vivons actuellement. Mais ce n'est pas le cas. Donc il y a beaucoup on prend beaucoup de risques. On prend beaucoup de risques et je pense que le fait de prendre beaucoup de risques, on risque d'exposer les pays à s'aventurer sur l'inconnu, vers l'inconnu. Et ça, c'est la crainte aujourd'hui que j'ai. D'accord. Alex, on va revenir avec vous, mais le temps peut-être de libérer Serge sur cette question. Si, Serge, vous pensez que ce qui peut être fait pour circonscrire ces manifestations-là, puisque Kati, les jeunes de Kati sont sortis, ils s'apprêtent à manifester. On apprend également que la commune 1, ce sera ce lundi. Selon vous, qu'est-ce qui peut être fait pour circonscrire tout cela, Serge Daniel? Oui, alors, est-ce qu'il faut mater, négocier ou revenir sur les résultats? En tout cas, le mot mater, il faut l'enlever tout de suite du lot, parce que la mater, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Est-ce qu'il faut revenir sur les résultats? Est-ce qu'il faut les annuler? Est-ce qu'il faut les revoir? Ça, la balle est plutôt dans le camp de la Cour, mais on a affaire là au droit, à la politique, à l'unité nationale et à la démocratie. On devrait pouvoir trouver une solution. Vous savez, la Cour constitutionnelle a récemment, dans une série de situations, dans des situations, elle a pris des positions courageuses en appelant à l'unité nationale. Par exemple, des personnalités ont pris position dans la vie politique et la Cour a estimé que ce n'était pas normal. Il y a eu des déclarations qui ont été faites par des personnes. La Cour constitutionnelle a appelé à l'unité, au respect de la loi. Donc, de la même manière, on peut se permettre de dire à la Cour, la balle est dans votre camp, expliquez-vous, chers amis, pour que l'unité nationale ne soit pas remise en cause. Vous avez vu les manifestations qu'il y a eu dans certaines localités, mais il y a quand même un symbole derrière ces manifestations que nous voyons. Par exemple, à Sévaré, vous avez vu ce qui s'est passé. Les jeunes auraient pu marcher, par exemple, le matin, à midi, ils auraient pu marcher l'après-midi, mais ils ont attendu 21 heures pour marcher. Pourquoi? C'est une double signification, c'est pour dire nous ne sommes pas contents. Oui, pour braver le couvre-feu, on a vu le même type de manifestation à Caille où on a bravé le couvre-feu. Alexis Kalambri, qu'est-ce qui doit être fait, puisqu'on est dans le problème, on est dans l'équation, qu'est-ce qui doit être fait pour la résoudre? Oui, il y a beaucoup d'endroits où c'est des erreurs matérielles de la Cour même. Et la Cour, dans son règlement intérieur, prévoit qu'elle peut corriger ces erreurs-là. Donc, je pense qu'il faut rapidement qu'elle accepte qu'elle a commis des erreurs et qu'elle les corrige. Ensuite, tout ce qui arrive par sa faute. Donc, je pense qu'il faut en plus une communication rapidement pour circonscrire. On a tellement de problèmes qu'on n'a pas on ne peut pas s'offrir le luxe d'avoir une crise post-électorale. Oui, Sissoko, vous l'avez relevé, hein, beaucoup de citoyens, les citoyens lambda pensent que la Cour est redevable à l'État, au parti au pouvoir. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être revoir le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle? Les 3 du président de la République, les 3 du président de l'Assemblée nationale. Forcément, on voit systématique 6 parmi les 9 sages. On voit comment ils pourraient ramer à contre-courant du pouvoir ou du parti au pouvoir. Oui. Effectivement, c'est vraiment une préoccupation.
Et c'est pourquoi j'ai dit à l'entame de mes propos qu'il faut très rapidement aller à des réformes en profondeur, puisque notre démocratie, elle est vraiment archaïque maintenant. Et effectivement, nous avons une culture chez nous. Quand en tout cas vous obtenez quelque chose, en tout cas de la part de quelqu'un, vous êtes toujours redevable de cette personne-là. Donc forcément, vous allez faire balancer, en tout cas si le choix devait venir, vous allez faire balancer la bonne décision en faveur de celui-là. Donc le mode de désignation effectivement de membres de la Cour constitutionnelle constitue aujourd'hui un obstacle majeur. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, 3 nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée, 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Et tout le monde sait que c'est le président de la République et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc bref, c'est comme si les 9 sont nommés par la même personne, parce que le président de l'Assemblée étant du même bord politique que le président de la République, forcément, il peut peut-être lui demander de lui donner la latitude, en tout cas, de choisir les 3. Donc franchement, il faut revoir tout ça. Il faut réformer carrément nos textes, et que ce soit la loi électorale, la Constitution de façon générale, quoi, pour en tout cas enlever toutes les idées saugrenues, en tout cas toutes les tares. Oui, Alexis, comment faire que le Malien se reconnaisse, se retrouve dans sa cour constitutionnelle? Puisque de plus en plus, après chaque arrêt, il y a des contestations, il y a des manifestations. C'est vrai, il n'y a jamais contestation zéro, mais au Mali, ça devient de plus en plus récurrent. On a l'impression que le citoyen se reconnaît de moins en moins en sa cour constitutionnelle. Oui, mais vous savez, il n'y a aucune réforme qui peut corriger ça. C'est-à-dire que vous êtes nommé, certes, par quelqu'un pour une mission et surtout que vous n'êtes pas reconductible. Donc, pour moi, on a fait en sorte que vous soyez libre. Si vous ne l'êtes pas, il n'y a aucune réforme qui peut vous amener à être libre. Et pour moi, le problème fondamental de notre administration est à ce niveau-là. Les gens se croient plus redevables par rapport à celui par qui ils ont obtenu la nomination ou la mission que par rapport à un devoir vis-à-vis de l'État. Je pense qu'il faut plus qu'on travaille à inculquer cette idée de devoir et de redevabilité par rapport à la nation que par rapport à une personne. Si vous voyez, on viole allègrement tous les jours les textes de la République parce qu'on se sent redevable vis-à-vis de Sissoko que vis-à-vis de la... Ce n'est pas les textes, c'est les hommes, c'est sur les hommes qu'il faut travailler. Baba Ahmed. Je pense que la meilleure manière de régler ces problèmes, c'est tout simplement de donner à ceux qui ont voté leur voix. Il faut tout simplement donner ça. Ceux qui ont gagné, ils doivent passer. Alors, il y a des erreurs qui ont été commises par exemple, la commission d'organisation dont on vient de parler, le président du bureau, le président du SAD. Mais ça, ce n'est pas le problème du monsieur qui est parti voter. Le monsieur qui est parti voter, il veut que son vote reflète son choix. Donc, ce n'est pas sa faute. Est-ce que c'est sa faute à lui? Ce n'est pas sa faute à lui, c'est à la faute à ceux qui ont organisé les élections. Donc, donnez-leur voix, s'il vous plaît. Ça, c'est ce que je pense. C'est la meilleure solution. Maintenant, je vois que la semaine dernière, je vois qu'au niveau de la primature, on est en train de donner du sucre, du vivre à des artistes, à des influenceurs, est-ce que c'est une technique aujourd'hui pour le gouvernement? Ça c'est notre débat, puisque j'ai même vu un communiqué de la primature qui dit que le Premier ministre n'a commis personne. Non, c'est-à-dire que est-ce que ça ne fait pas partie des mesures de calmer les gens? Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'on est en train de parler justement de cette question, qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer les gens? Donc j'ai dit, est-ce que ces mesures qu'on est en train de voir, est-ce que ce ne sont pas, entre autres, des mesures qui sont prises au niveau de la primature pour essayer de calmer les gens? Bon, voilà, donc ça c'est... Ce serait extraordinaire quand même. C'est une question. La primature... Non, c'est une question que je me pose. Calmer le jeu par rapport à des jeux. Surtout qu'elle n'est même pas en cause. Du sucre, elle n'est pas en cause et en plus, c'est une pratique chez nous. On a vu les gens solliciter des cabinets pour du sucre, Je pense qu'il n'y a pas d'amalgame possible à ce niveau. D'accord. Peut-être ça va être l'objet d'un autre débat. En tout cas, on souhaite, puisque le Malien a du génie, du talent, de la sagesse. Et on espère bien que la sagesse va prévaloir et puis que toutes ces manifestations
seront derrière nous les jours, les semaines à venir, puisque le pays n'a pas besoin d'autre instabilité. Deuxième thème de ce débat du dimanche, je vous le disais à l'introduction, Kidal, cette décision de la coordination des mouvements de l'Azawad qui affirme être le seul interlocuteur, en tout cas pour les questions de santé. On a vu cette note signée par Bilal Ag Asherif. Baba Ahmed, je ne sais pas si vous avez vu la décision. Est-ce qu'on peut parler de désaveu de l'État par la SEMA au moment même où on parle du retour des services sociaux de base dans la 8e région du Mali? Non, je ne pense pas, parce qu'il faut, installer le décor dans lequel cette note a été prise. En fait, quand j'ai demandé au niveau de Kidal, mais aussi au niveau de Bamako ici, pourquoi cette note, ce qu'on me dit, c'est que cette note a été prise lorsqu'il y a eu le cas du coronavirus qui ont été prélevés par des médecins maliens qui sont à Kidal, c'est-à-dire de la direction régionale de Kidal, qui ont été partis au niveau du camp de la MINUSMA, faire des prélèvements et puis envoyer pour tester. Donc quand les tests se sont révélés positifs, la SEMA qui a appris cette nouvelle, ils étaient sur un truc du maire, ils étaient tout de suite très fâchés parce qu'ils n'étaient pas au courant de ça, et ils disent que les médecins qui ont fait ces prélèvements, ils sont partis faire les prélèvements, ils sont revenus, ils ont vaqué à leurs occupations normales, créé un risque de propagation du coronavirus. Donc ils ont pris cette décision pour dire aux partenaires, si vous voulez, sur ce sujet-là, nous sommes le seul interlocuteur. Mais cette position a été révolue, en tout cas, elle n'est plus d'actualité. Et surtout que dans le système des ONG, je vous rappelle que les ONG, quand ils viennent au Mali, ils signent avec les Mali. C'est avec le gouvernement malien qui signe le protocole de coopération et de travail. Donc, ce n'est pas avec la SEMA. Donc, pour les ONG, pour ceux qui interviennent au niveau de la santé, cette note n'a aucune valeur. D'accord, on va faire réagir également Serge Daniel par rapport à cette décision de la SEMA. Serge, vous, comment est-ce que vous la comprenez, cette décision de la coordination des mouvements de l'Azawad? Oui, mais c'est plutôt difficile à comprendre, surtout que la note de service de la SEMA est précise, elle date du 7 avril, je crois. La note dit que tous les intervenants sont obligés d'avoir pour seul interlocuteur la direction santé de la SEMA. C'est ça, là où ça pose des problèmes. Donc que ce soit le MSF, les ONG, tout le monde doit passer par la SEMA. Or, il y a une direction régionale de la santé sur place, avec le retour des services de l'État. Il fallait plutôt, en tenant compte de la situation, dire qu'il doit y avoir une meilleure coordination entre la direction régionale de la santé, de mon point de vue, et justement cette structure de la SEMA. Mais dire comme ça que le seul interlocuteur est la direction santé de la SEMA, ça pose quand même un problème de retour de l'État. La situation à Kidal est connue, les véritables maîtres des lieux restent quand même la SEMA, ça c'est inévitable, même s'il y a un gouverneur, même si les services sociaux de base reviennent, mais c'est une autre, je dirais, qui m'a beaucoup surpris. C'est comme si c'est le gouverneur, c'est un peu comme si la SEMA était au-dessus du gouverneur. Et je vois, dans les faits, disons clairement les choses, on était récemment à Kidal, on a vu clairement que c'est quand même la SEMA qui est maître, ça c'est sûr. Mais dans le cas du retour de l'État, peut-être qu'il faut plus associer le gouvernorat. Oui, Youssouf Sissoko, si on est quand même au Mali, si Kidal est toujours la 8e région administrative du Mali, c'est la direction régionale de la santé qui est l'interface avec l'État par rapport à ça, tout comme à Kaï, à Koulikoro, Sikasso, c'est la direction régionale de la santé. On a l'impression de ne pas être au Mali avec cette décision de la SEMA. Oui, mais c'est très honnêtement, moi je suis quand même surpris parce que les images qu'on nous montre à la télé par rapport à Kidal, on a l'impression que tout va bien. Mais en fait, Kidal, comme l'a dit Serge, Kidal est entre les mains, en tout cas, de la SEMA. Et je vous avoue sincèrement que Kidal ne fait pas partie du Mali. C'est-à-dire que Kidal ne fait pas partie, il ne faut pas se leurrer.
et que c'est des arrangements. À chaque fois que les autorités veulent se rendre là-bas, c'est des petits arrangements. Il faut supplier la CEMA, il faut que la CEMA accepte. Et en acceptant, peut-être qu'elle va poser ses conditions. Mais le Mali est en train de fonctionner comme ça. Et la CEMA s'accroche. La CEMA a pour outil, en tout cas juridique, ça c'est l'accord. Pour la CEMA, l'accord dit clairement que la Kidal, il faudrait quand même une gestion, comme il a dit, collégiale, une gestion en tout cas entre la CEMA et l'État malien. Donc les membres de la CEMA, forts en tout cas de cela, vont tout le temps poser des problèmes à chaque fois justement qu'ils sont mis à l'écart dans la gestion en tout cas des affaires de Kidal. Oui, Alexis, Kidal ne fait plus partie du Mali. Vous avez quitté la ville récemment. Le ministre de la Santé également y était. Oui, non, Kidal fait partie du Mali. Il y a des difficultés. Mais honnêtement, je pense que la décision est plus, disons, inspirée par l'aspect pécunier. Peut-être que le responsable de la CEMA, en le disant, voulait simplement dire s'il y a un budget, s'il y a de l'argent, il faut que ça passe par nous. Sinon, l'amunissement n'est même pas testé par le Mali. Et si vous voyez, leurs cas ne sont pas comptabilisés, ne sont même pas toujours suivis. Vous avez vu, il y a un grand tiraillement avec la Commission nationale parce que tous ceux qui sont testés chez eux sont directement évacués. Donc, on ne peut pas tenir compte de cet aspect. Je pense que peut-être qu'ils ont pensé qu'il y a là, disons, une manne financière et qu'ils ont voulu se positionner comme seul interlocuteur. Mais oui, il y a des problèmes à Kidal. Il y a encore la ville qui est aux mains des ex-mouvements, mais le processus est en cours. Et d'ailleurs, c'est heureux que le ministre de la Santé ait pu s'y rendre et dialoguer avec eux, qui soient tombés d'accord sur quelque chose. Je pense que dans tous les cas, le dialogue n'est pas rompu et il y a de bonnes dispositions. Tout le monde est d'accord que militairement, on n'a pas pu vaincre. Donc si le dialogue continue, on ne peut que s'en réjouir. Oui, Baba Ahmed, tout cela intervient au moment où on parle du retour de l'État, du retour de l'administration et des services sociaux de base à Kidal. Oui, Alexis parle de vaincre. On ne vainc pas sa population. Kidal, c'est la population malienne. Donc, vous pensez qu'il faut plutôt convaincre la population de Kidal? Non, c'est-à-dire qu'il y a un accord de paix qui a été signé. Et cet accord de paix explique le processus par lequel le retour de l'État doit s'effectuer. Cet accord a du mal à s'appliquer et c'est pour cela qu'aujourd'hui, 5 ans après sa signature, il n'est toujours pas appliqué. Et en fait, son application n'est pas terminée. Or, ça doit prendre 2 ans. Donc, et c'est pour cela qu'on est aujourd'hui dans cette situation aujourd'hui où les mouvements, où la CEMA contrôle toujours la région de Kidal parce que tout simplement l'accord n'est pas complètement effectué. Donc, en ce qui concerne, je vous rappelle que le médecin qui ont fait le prélèvement, c'était le médecin de l'hôpital régional de Kidal qui ont fait le prélèvement, ont quitté Kidal parce qu'ils ont eu peur. Donc, ils sont revenus à Bamako ici. Parce que quand la CEMA a dit que vous êtes parti faire des prélèvements, vous êtes revenus, nous, on a peur que vous contaminez les gens, il faut vous confiner pendant 2 semaines pour voir si vous-même vous n'êtes pas contaminé. Alors, ça a été diversement apprécié et les médecins ont dit qu'ils se sont, en tout cas, ils ont eu peur et ils ont voulu faire le confinement à Bamako ici. Donc je vous rappelle que les 4 médecins ont été ramenés par le ministre Michel Sidibé la semaine dernière à Kidal. Donc là où ils sont au niveau de leur poste. Les directeurs régionaux, il n'est pas actuel actuellement. D'après ce que j'ai compris, il est à Bamako pour des raisons personnelles. Donc ça, c'est ce dossier. C'est un dossier que j'ai suivi de très près. Et ce que je voulais dire tout simplement, qu'à la date d'aujourd'hui, ce problème est derrière. C'est-à-dire que le ministre Michel Sidibé était à Kidal la semaine dernière et il a dit à la direction régionale de la santé et à la commission locale de la santé de faire une commission entre eux qui va gérer les cas Covid-19 et dont le coordinateur de cette commission va rendre compte
au docteur Akori qui coordonne la lutte contre le coronavirus. Donc pour vous dire tout simplement que cette question aujourd'hui a été complètement résolue. Bon, c'est clair que c'est... Mais on peut toujours faire débat. D'accord, ça a été résolu, ouais, mais il faut approfondir la réflexion dessus, puisque si quand même on est toujours au Mali, revient à la direction régionale de la santé de piloter tout cela de concert avec le ministère de la Santé, le comité scientifique. Ceci met fin un terme à ce débat du dimanche. Oui, ça met un terme à ce débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Youssouf Sissoko de Info 7, Alexis Calambri de Mali Tribune, Baba Ahmed de Nord-Sud Journal, 21h politique, le débat avec la suite des décryptages des législatives avec Sekou Niamé Bachili du RPM, Cheikh Omar Diallo de l'ADP Maliba et Babarou Bokoum de Sadi. Et nous, on vous retrouve, Inch'Allah, dimanche prochain.